Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons, avec Aurore, discuter de la continuité du temps. C'est un thème qui a émergé pour nous assez naturellement car nous avons pu en discuter assez régulièrement au début d'année de nos expériences de stage. Nous avons toutes les deux réalisé un stage dans le milieu de la recherche et on a pu remarquer des similitudes entre nos expériences. Pour poser un peu le contexte, j'ai réalisé mon stage durant mon Erasmus au Canada. Je me suis intégrée au projet de recherche en cours d'un professeur sur place. C'était un projet plutôt axé études de genre, mais avec un focus sur les rapports d'âge. J'ai essentiellement fait de l'analyse d'entretien, horizontale et verticale, mais j'ai aussi pu participer plus largement à la vie du laboratoire. Pour ma part, j'ai fait un stage dans un laboratoire de recherche ici à l'UC-Louvain, le GIRCEF, qui est le groupe interdisciplinaire sur la socialisation, l'éducation et la formation. Plus précisément dans le cadre du projet ClimDuc, qui est un projet interdisciplinaire sur l'éducation au changement climatique. J'ai fait d'une part un travail de recherche sur l'engagement et la socialisation des jeunes au changement climatique via de l'observation participante et des entretiens. Et d'autre part, j'ai participé à la vie du laboratoire, que ce soit pour des réunions d'équipe, lors de présentations de différents projets de recherche et de thèses en cours. J'ai également été voir des conférences et des colloques. Aujourd'hui, on vous propose d'analyser nos vécus de stage comme étant des expériences de temps continu. Pour ce faire, on se base principalement sur un article écrit en 2013 par les chercheurs Fuselier et Del Rio, jeunes chercheurs face aux exigences des disponibilités temporelles. Je suis tombée sur cet article en réalisant mon rapport de stage et je l'ai ensuite partagé avec Aurore. On a été assez surprise de voir à quel point il éclairait les éléments dont on avait envie de discuter, ce qui est assez rare que pour être souligné. Pour commencer, on aimerait poser une première idée importante. On peut comprendre l'université comme une institution gourmande, c'est-à-dire une institution qui cherche à obtenir un engagement total et une loyauté exclusive de l'individu qui s'y insère, selon la définition de Coser en 1974. C'est le postulat de départ de l'article. Fuselier et Del Rio expliquent que l'institution universitaire valorise la figure du chercheur entièrement investi dans son travail, ce qui est souvent lié au genre masculin, et plus précisément à une forme de masculinité, qui est la masculinité dite hégémonique, dont parle Connell. Cette logique du chercheur investi suppose souvent l'aide d'une autre personne qui prend le temps pour tout ce qui est de l'ordre de la sphère reproductive, c'est-à-dire les tâches qui sont inscrites au sein du foyer, comme l'entretien de la maison, préparer les repas, s'occuper des enfants, etc. Des auteurs et des autrices, comme Dorothy Smith ou Bernard Fuselier, ont écrit sur la séparation des temps entre la sphère productive et la sphère reproductive, qui provient de l'industrialisation et qui est fort genrée. Bien que ce modèle de genre ne soit plus trop d'actualité, Fuselier et Del Rio, que je cite, expliquent que la division sexuée du travail professionnel et domestique se reproduit encore symboliquement et dans et par les pratiques. Donc, des inégalités persistent encore aujourd'hui entre les hommes et les femmes au sein de la carrière scientifique et notamment à cause des problèmes d'articulation entre travail et famille, mais pas seulement. On peut également parler du phénomène du tuyau percé, c'est-à-dire la diminution progressive dans le temps des femmes au fur et à mesure qu'on monte dans les échelons supérieurs des carrières académiques et professionnelles, malgré leur présence en grand nombre en début de parcours. Par exemple, cette combinaison entre le travail productif et le travail reproductif se traduit chez Smith par le fait d'être mère d'un côté et chercheuse de l'autre. Dans cette logique, il faut donc cumuler ces différents temps d'un point de vue spatio-temporel avec toute la charge que cela implique. Il est compliqué de s'inscrire dans le temps de la continuité quand on doit à la fois combiner le temps familial et le temps de travail. Dans notre cas, toi et moi, on n'a pas d'enfants et on n'a pas dû gérer ce cumul entre le travail productif et reproductif durant notre stage. Et on a donc pu se concentrer pleinement dessus et s'inscrire dans le temps des continuités et ne pas être en rupture. Cela illustre un autre postulat important de l'article, qui est le mythe des mondes séparés de Cantor. Dans l'idée que tu viens d'exposer, Aurore, on voit bien qu'il y a une séparation très nette des temps, le travail d'un côté, la vie privée de l'autre. On envisage ces temps comme étant imperméables et dissociés. L'article démontre bien comment ce postulat ne tient pas dans le monde de la recherche. Tout d'abord, il me semble important de souligner que le fait d'être exempté de la majorité du travail domestique m'a vraiment permis d'incarner, en partie et à mon échelle d'étudiante, la figure de la chercheuse recherchée par l'institution gourmande. Parallèlement, j'ai bien pu voir comment il était finalement impossible de dissocier mes temps sociaux. J'avais un horaire de travail assez flexible, certes, mais c'était impossible de laisser le travail dans mon lieu de travail, de sortir à 17h et de ne plus y penser de la journée. Dès qu'un lien se faisait, de n'importe quelle façon, une discussion avec une amie, un film, une vidéo, un article pour un de mes cours, je retournais directement dans mes documents de travail pour ne pas perdre mon idée. Ce qui fait que je me suis retrouvée à travailler sur mon stage à plein de moments divers et variés, mais surtout complètement en dehors des temps que j'avais prévus à cet effet. Moi aussi, j'avais vraiment du mal à me détacher de ma recherche. J'ai été voir des conférences sur le changement climatique, acheter des livres en lien avec mon terrain. Je parlais de ma recherche à tout le monde, j'avais pas envie de m'arrêter.
Et pour rendre des analyses les plus complètes possibles, j'ai carrément prolongé mon stage d'1 mois et demi et pour finir, continuer ce sujet en mémoire tellement il me plaisait. Ce qui est aussi intéressant à souligner, c'est que nous pouvions également nous permettre de nous investir autant dans notre stage et de dépasser largement nos horaires ou d'y travailler à d'autres moments que ceux prévus, car nous avions les ressources matérielles disponibles pour reprendre du travail à la maison. Ces ressources matérielles et le temps disponible, ainsi que la passion pour nos sujets de recherche, nous ont permis de pouvoir être dans une forme de temps des continuités en termes de temporalité et de lieu, et de ne pas être dans un temps de rupture. Pour revenir d'un point de vue plus détaillé sur les ressources matérielles qui ont rendu ça possible, dans mon cas, j'ai la chance d'avoir un COT et mes études financées par ma maman. J'ai jobé durant mon stage, mais le job s'inscrivait dans un cadre universitaire, donc cela m'a permis de rester dans une forme de temps des continuités et de ne pas être en rupture avec un job étudiant qui aurait été dans une autre sphère. Moi aussi, mes parents ont largement financé mes études, mais également mon Erasmus, qui faisait que je n'avais pas besoin de travailler au Canada, mais surtout, j'en avais pas le droit. J'ai pu aussi compter sur des économies que j'avais accumulées grâce à des jobs étudiants avant mon Erasmus. J'avais clairement les conditions matérielles réunies pour pouvoir avoir le luxe finalement de passer énormément de temps en dehors du bureau sur mon stage. C'est le privilège de la continuité. J'aimerais aussi amener quelques éléments proposés par Zerubbabel en 1979. Il souligne que le temps de l'individu moderne est fractionné entre des temps professionnels, où il doit être accessible, et des temps en dehors de cette sphère, où il ne doit pas l'être. Néanmoins, Zerubbabel explique que la flexibilité des horaires présente chez les travailleurs et travailleuses à statut élevé, comme les chercheurs-chercheuses notamment, brouille la distinction entre vie privée et vie publique. C'est la situation dans laquelle nous nous sommes retrouvés, Zoé et moi, comme nous venons de l'expliquer. Dans l'article de Fuselier et Del Rio, ils évoquent plusieurs profils par rapport au lien entre recherche et vie privée. Et dans notre cas, à Zoé et moi, la situation la plus proche de la nôtre est la logique d'intégration, car elle est rendue possible quand la vie privée est marquée par une faible demande d'organisation spatio-temporelle. Dans leur article, ils donnent l'exemple de la chercheuse ou du chercheur sans enfant et célibataire qui rend cette logique d'intégration possible. C'est elle qui s'inscrit le plus dans une logique de temps des continuités et qui correspond le plus à notre profil, bien que nous soyons chacune en couple. Ils la définissent comme « La vie professionnelle et la vie privée s'interpénètrent du point de vue de l'espace et du temps, ce qui donne lieu à une confusion entre les espaces-temps. La recherche va donc venir structurer et intégrer les autres temporalités. L'individu est donc habité par sa recherche et la vie de manière intensive et continue. Le travail de recherche universitaire demande un engagement temporel important et dans l'article de Fuselier et Del Rio, ils mettent en avant le fait que la grande majorité des chercheurs travaillent aussi le week-end et que 65% d'entre eux n'arrivent pas à se déconnecter totalement de leur travail lorsqu'ils sont en congé. Vous l'aurez compris, cette description fait complètement écho à nos vécus. Je me rappelle être complètement habitée par mon stage. Je pensais à ça tout le temps, je faisais des liens constamment. Chaque information, je me disais « ça pourrait être super ça à mobiliser ». Et j'avais vraiment l'impression que c'était impossible de faire une véritable pause, de couper complètement. Oui, je comprends tout à fait ce que tu veux dire. J'avais du mal à prendre des pauses aussi. Je restais parfois plus tard au bureau ou je venais en stage des jours où je n'étais pas censée y être. J'ai beaucoup travaillé pour mon stage pendant les week-ends ou alors je m'y remettais parfois le soir ou je travaillais dessus la nuit. J'ai également été sur mon terrain à des colloques ou à des conférences des jours où je n'étais même pas en stage. Je continue d'ailleurs à manger certains temps de midi avec les doctorants-doctorantes qui sont dans le projet dans lequel j'ai fait mon stage. Ah oui, moi aussi, j'avais tendance à travailler la nuit. Beaucoup de liens ont été faits entre 2 et 3 heures du matin. Le travail de recherche a tendance à envahir toutes les dimensions de l'existence de l'individu. Étant donné que ce travail n'a pas d'horaire ou de limite claire, il est difficile de se fixer des limites et de ne pas culpabiliser même quand on ne travaille pas. C'est d'autant plus le cas quand nos horaires sont flexibles. J'étais par exemple particulièrement libre. Je choisissais mes horaires et mes jours de travail tant que je prestais le bon nombre d'heures. Et surtout dans un contexte de concurrence qui, comme l'expliquent Fuselier et Del Rio, est présent au sein des institutions universitaires et qui incite de manière structurelle à produire plus et donc encourage les chercheurs et chercheuses à travailler plus pour être davantage productifs et productives. Et dans ce cadre, les limites sont d'autant plus difficiles à mettre en place. Si le chercheur ou la chercheuse n'a pas de contraintes extérieures, comme une famille par exemple, qui l'obligerait à se fixer des limites, ce qui était notre cas toutes les deux. Cette logique d'injonction à la productivité induit également, dans le monde de la recherche, une pression à publier. Les auteurs parlent du fait qu'il faut produire vite et beaucoup en même temps. Étant donné que nous étions toutes les deux en stage, nous n'avions pas de pression à publier. Mais nous avons tout de même ressenti cette injonction à la productivité à notre échelle, car nous devions tout de même produire durant notre stage.
Nous avons aussi été témoins, dans les laboratoires de recherche, de la pression systématique à produire qui était à l'œuvre, que ce soit chez les doctorants-doctorantes ou chez nos maîtres de stage, avec une tension entre création et rendement, et qui s'inscrivait dans cette logique d'injonction de faire plus vite pour pouvoir faire plus. Et dans cette optique, par exemple, mon maître de stage m'a proposé d'utiliser Whisper pour gagner du temps avec mes retranscriptions d'entretien. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans le milieu de la recherche, se pose toute la question de l'utilisation de l'IA pour produire plus et optimiser son temps. Ce sujet-là sera traité par Iris et Héloïse dans la suite de cet épisode.